Vous écoutez Rythme, le réseau indépendant de transmission magique. Avant de commencer, je voudrais demander à tous nos auditeurs de se joindre à nous et d'observer quelques instants de silence en mémoire des victimes de la Seconde Guerre contre Voldemort et ses mange-morts. Bertha Jorkins, Frank Bryce, Barty Croupton père, Cédric Diggory, Broderick Bode, Sirius Black, Amelia Bones, Emmeline Vance, Igor Karkaroff, Albus Dumbledore, Charity Burbage, Edwige, Alastor Maugrey, Rufus Scrimgeour, Gregorovitch, Bathilda Tour-de-Sac, Gellert Grindelwald, Dirk Cresswell, Ted Tonks, Gornuck, Dobby, Fred Weasley, Rémus Lupin, Nymphadora Tonks, Colin Crivet, Severus Rogue. Ils seront tous amèrement regrettés. Merci. Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode 17 de la radio indépendante à transmission magique. Ça y est, le tome 7 est sorti en français, ça fait maintenant un peu plus d'une semaine, bientôt deux. Alors nous allons maintenant parler forcément du tome 7. Dans cet épisode d'abord, vous allez revivre ce qui s'est passé le soir, la nuit du 25 au 26 octobre, dans la queue à Paris, sur les Champs-Élysées. Et ensuite, une discussion sur le tome 7. Mais avant ça, je voudrais vous rappeler que comme le tome 7 est sorti en anglais il y a bientôt 3 mois, il y a déjà eu 2 épisodes de la rythme parlant de Harry Potter et les reliques de la mort. Si vous voulez les écouter maintenant, vous pouvez écouter notre épisode 11, dans lequel nous parlons de nos théories et de nos théories manquées, en quoi nous avons souvent faux et occasionnellement justes. Et ensuite, dans l'épisode 14, nous parlons de la fin du tome 7, différentes questions qui pour nous étaient sans réponse, et à essayer de comprendre un peu plus ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous en ferons un peu plus là-dedans. Mais avant tout, il me faut présenter un nouvel invité que nous avons ce soir. Donc Blue Dragoon, bonsoir. Bonsoir. Voilà, alors qui est donc avec nous pour la première fois ce soir, bienvenue. Nous avons également Purple Marie et Ailis qui sont là, moi-même Julio. Malheureusement, Didigle et Elena ne sont pas avec nous ce soir parce que Elena n'a plus d'ordinateur et Didigle a une vie sociale trop chargée en gros. C'est un euphémisme. C'est un euphémisme. Mais voilà, maintenant, place à la... Juste, je voudrais rajouter quelque chose. Il y a un épisode en plus qui parle du tome 7, c'est l'épisode 10, où on faisait on donnait nos premières réflexions sur le premier chapitre, en direct live de Londres, à peine quelques heures après avoir eu notre tome 7 dans les mains. Celui-là aussi, ça peut vous amuser. Ouais. Moi, je l'avais un peu oublié cet épisode parce qu'il était un peu tard dans la nuit, mais c'est vrai, c'était bien. Ou plutôt voilà, tôt le matin, plutôt. Voilà. Bonjour, alors... Question, vous attendez le livre en français, est-ce que vous l'avez déjà lu en anglais? Non. D'accord, donc on va rien vous raconter. Non. Qu'est-ce que vous attendez pour ce tome 7? Vas-y. En fait, on essaye de pas trop imaginer à l'avance. On s'est forcément fait des... Je veux le retour de Dobby. Qu'il soit là dans le 7. De Dobby, hein. Je sais pas, ouais. Wesley, on attend la confrontation, quoi, finale. Bah oui, c'est clair. La confrontation finale. Mais sinon, est-ce qu'il y a des personnages que vous attendez plus? Est-ce que, par exemple, vous attendez, je sais pas, Harry et je sais pas qui, comme par hasard, Ginny? Oui, il y a ça aussi, Ginny, ouais. J'attends, elle avait l'air super aventurière dans le 6. Au moins une fois, Hermione et Ron. Que ça se met d'accord. Est-ce que vous avez eu souffert des fuites en fait de tous les spoilers et tout ça, genre dans les journaux et tout? Vous avez entendu quelque chose? Vous avez ouais. Non, le plus possible, ouais, quoi. Moi, je sais que j'ai plein d'amis qui ont lu et ils arrêtaient pas de me faire des sortes de menaces. Tu sais quoi, donc voilà.
Un peu. Ouais, Non, mais les pas amis, trop, ça voilà. va. Pas le principal. On voit pas les guillemets, mais Il y a une pote aussi qui nous a dit, enfin moi qui m'a fait, qui est assez fan à la base du bouquin et qui m'a dit ah moi je l'ai lu en anglais, c'est nul. Ah ouais. Donc voilà, il y a aussi des mauvais retours. Ouais, mais franchement, il y a de tout dans les retours, donc vous ferez votre propre idée, franchement. Ouais, mais de toute façon, on lira tous en anglais, mais on attend d'abord d'avoir en français parce que On a on commencé veut pas comme louper, ça et l'univers, voilà. parce qu'il y a des mots différents. Des serres d'aigle, c'est ça? On n'a pas été là-bas. Parce qu'elles sont plus remplies. les Voilà, autres, exact. Je suis Gryffondor. Bah on voit que t'es pas dans la queue de serre d'aigle en tout cas. Bon, alors vous attendez à quoi par rapport au... on sait qu'il y a pas mal de personnages quand même qui vont mourir, d'autres qui vont survivre. Non, c'est un qui survit, d'un qui meurt. J.K. Rowling l'a dit. Donc d'après vous, qui va mourir, qui va survivre? Je sais pas, j'aimerais que il soit pas. C'est vrai qu'il est près du micro. Et j'espère que ce sera pas genre Ron et Hermione parce que je pense que ça m'énervera vraiment. Je trouverais ça un petit peu abusé par rapport aux autres tomes. Je trouve qu'elle a déjà fait beaucoup en éliminant Dumbledore, donc je pense que ce serait un peu abusé de tuer Ron et Hermione. Un des deux en tout cas. Ron et Hermione, non, a priori. Ils mourront pas, d'accord. Moi ça me ferait de la peine personnellement. Moi j'aimerais bien voir dans le set, je sais pas, on en a parlé la dernière fois, c'est que Dumbledore, c'est pas possible qu'il soit complètement mort, on aimerait bien que dans le set il y ait un peu une présence, une réincarnation, ou qu'il soit encore. Donc nous avons des adeptes de la théorie, mais non, Dumbledore n'est pas vraiment mort. Il reste une lueur d'espoir, vous comprenez. Comme ça c'est nul. Ça non. Qui va mourir en fait selon vous dans le tome 7? Que Snape il crève quoi, il le mérite. Il a tué Dumby, faut pas toucher à Dumby, Snape il mérite. Il y a Draco. Draco, merci. J'attends un truc parce que genre il y avait une phrase dans le 6 genre il a baissé sa baguette et ça Harry ne l'oubliera jamais, un truc comme ça, donc je me dis peut-être. Voilà, non juste savoir ce qui va devenir. C'est sûr, c'est Voldemort, il va mourir, ça on sait. Enfin, Pas forcément. on sait. On verra bien. On verra ce soir. Hagrid, Lupin, McGonagall. Alors Hagrid, oui ou non, il meurt ou il vit? C'est vrai que c'est possible. Ah, donc, je sais qu'il ne meurt pas. Donc, tais-toi. Je dis rien. Donc j'imagine ceux qui meurent, voilà. C'est tout. Mais bon, je dis rien. Donc on va dire que Hagrid est éliminé de la liste vu qu'elle a sous-entendu. Franchement, tout est possible. Tout est possible. Alors bonjour, c'est pour le podcast de la Gazette. Première question, avez-vous déjà lu le livre ou pas? Non, pas encore. Ah bah voilà qui est intéressant. Donc, qu'est-ce que vous attendez de ce tome 7? Quelques découvertes sur différents personnages en fait. On va attendre de savoir un dénouement avec Hermione, avec Ron, savoir qu'est-ce que va faire notre cher Harry Potter. Va-t-il se remettre avec Ginny ou pas par exemple? Ah, avec Ginny, ouais, c'est une bonne question. En plus, elle a l'air d'avoir un gros potentiel magique, donc je pense que oui. J'ai dit un potentiel magique. Ok. Et d'après vous, vous attendez à qui va mourir, qui va survivre dans ce tome 7? La finalité, on va dire, dans le livre, comme c'est un héros, on va dire qu'il logiquement, il devrait mourir comme beaucoup de héros, mais ce serait bien que non. Parce que Luke Skywalker, il survit quand même, hein. Ouais, mais là on s'égare là, parce que, ok. C'est un héros, il survit. C'est un héros, il survit, c'est vrai, mais bon, il a quand même souffert. Hein. Bah ouais, Harry, il a souffert aussi. D'après vous, qui va mourir finalement? Concrètement, Lupin, je sais pas, Maugret, Hagrid. Des noms gens qui vont mourir. Ben, moi je verrais bien quelqu'un de très proche d'Harry. Si lui ne meurt pas, quelqu'un de très proche de Harry. Ça sent le roussi pour Ron. Ben non, j'aurais bien vu plutôt quelque chose de roussi sur Ginny. Oh, c'est roussi sur Ginny, hein. Ben non, étant donné qu'apparemment elle a gros pouvoir magique comme Harry, je pense que ouais, elle va peut-être l'aider à faire quelque chose et c'est peut-être elle qui va en pâtir. Mais juste une petite question, parce que vous êtes fan au point de venir à minuit chercher le livre avec les enfants et tout? Les enfants on les a pas amenés. Ma fille est au lit, donc non, c'était pas les nôtres. La mienne d'or est encore un peu trop petite pour lire, mais non, ouais, on est assez fan. Enfin, pour ma part aussi, on est assez fan. Pas
l'histoire au bord du lit chaque soir, non? Pour l'endormir. Malheureusement, elle est encore trop petite pour comprendre ce côté magique. Elle est plutôt du côté Winnie l'ourson encore. Hein, donc, On va la laisser avec Winnie alors. ça va être un peu noir pour elle encore Harry Potter. Hein. Mais bientôt, j'espère. Bonjour, donc tes chers amis Poufsouffle. Première question, est-ce que vous avez déjà lu le tome 7 ou pas? Non, pas encore. J'adore. Français. J'ai attendu qu'il sorte en français. Super. Alors on va pouvoir vous poser quelques questions. Qu'est-ce que vous attendez de ce tome 7? Bah, la réponse à toutes les questions. Est-ce que... On va faire une pause. C'est pas grave. Alors, on en était à... Quelles sont vos théories pour le tome 7? J'en ai aucune, je préfère attendre et pas me faire d'idées. Je préfère vraiment lire le livre. Vous êtes fait aucune idée sur le tome 7, genre qui va mourir, qui va survivre? Non, aucune. Non, aucune. Bon, à votre avis, Ron, il va mourir ou pas? Qui? Non, vraiment aucune question. Je me suis posé aucune question. Je préfère vraiment attendre le livre et là découvrir ce qui va se passer. Mais vous attendez pas quand même à certaines choses, par exemple certaines réponses? Si, il y a peut-être certains qui vont mourir, mais je préfère ne pas savoir pour l'instant et attendre vraiment que ça vienne. Alors ce soir avec nous, Basilic Pasta, quelle chance, en totale explosivité. Alors, on aura un podcast, donc on les invitera un petit peu plus tard. Dans 3 semaines. Dans 3 semaines. En attendant, donc nous sommes à la sortie française du tome 7. Et est-ce que vous avez lu le tome 7? Ah bah oui, bien sûr, quand même. J'allais pas attendre que ça sorte en français. Et donc les questions, c'est qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez été déçue? Est-ce que vous avez été contente? Ah, attention. Elle a pas lu. Non, dans l'ensemble, j'ai été très contente. J'ai trouvé que l'épilogue final puait, par contre. Un peu comme tout le monde, je te rassure. Ah, voilà. Et puis non, mais j'ai trouvé que c'était pas mal du tout. Ça se lisait bien. Il y avait un rythme qui était différent des autres bouquins. Et ça, c'était bien. Ça changeait. D'un côté, c'était un peu bien d'avoir une petite routine avec le rythme de l'année scolaire et tout. Mais en même temps, c'était bien que ça fasse autre chose, qu'il y ait une autre atmosphère. Et non, voilà, ça m'a bien plu dans l'ensemble. Moi aussi j'ai trop adoré, c'était génial. J'avais un peu peur qu'avec les Horcruxes et tout ça, ça devienne n'importe quoi, qu'il y ait trop de trucs à faire, mais en fait ça c'est passé sans problème, donc c'était trop bien. Mais j'ai peur. L'intrigue n'était pas trop basée sur les Horcruxes parce qu'à côté on avait les Deathly Hallows. Ouais, c'était bien parce que si ça avait été que sur les Horcruxes, genre il les cherche un par un et il les détruit, ça aurait été un peu genre monotone et tout. Et là, c'était bien que. Et surtout, on s'y attendait un petit peu en fait à ce qu'il fasse ça dans tout le livre. Donc là, au contraire, à jouer la carte de la surprise avec les deux. Ouais, carrément. Et puis voilà quoi. S'ils avaient été là dans leur petite tente à changer tout le temps d'endroit et au bout d'un moment, on sait pas où ils sont, voilà quoi. C'est un peu long, on attend qu'ils s'y trouvent et tout, mais en fait, après, c'est trop bien. Mais j'ai peur de dire des spoilers, il faut que je me taise. Non, c'est pas grave. Non. Mais de toute manière, ça sera diffusé après la sortie de tome 7, donc il n'y a plus de spoilers, c'est fini. Page 504. Ah non, merde, c'est plus pas la même pagination. Bon, version anglaise, page 504, version française, on sait pas encore. Ouais, Ron et Hermione, quoi. Non, mais c'était le moment de bonheur. On l'attendait quand même depuis 7 livres. Ouais, c'était la consécration de beaucoup de lectures et j'ai pris ma vengeance sur tous les gens qui disaient que ça allait jamais arriver. Yes! Parce que les Harry Hermione, je suis désolée, mais ça marche pas. C'est pas crédible une seconde. Votre passage préféré? Oh putain, alors là c'est dur. En fait, on n'a pas relu encore, donc je me souviens plus trop, mais la fin, la bataille finale, c'est trop bien. Quand ils se retrouvent tous et tout, c'est... Madame Weasley face à Bellatrix Lestrange. Ça c'était trop bien, Et non, je sais pas, moi qu'est-ce que... En fait, je me suis rendu compte qu'il y a plein de trucs que j'ai pas compris parce que je l'ai lu, j'étais un peu en vacances à l'autre bout du monde et j'avais juste envie de savoir ce qui se passait. Et du coup là, je suis en train de relire genre le chapitre avec Hagrid et sa moto et j'avais même pas compris ce qu'il faisait avec sa moto en fait. J'avais même pas compris qu'il mettait un mur à un moment et tout. Donc je pense que je peux pas te dire quel est mon passage préféré pour l'instant parce que ça se trouve, je te dirais un truc différent de ce qu'il y a écrit dans le bouquin quoi. C'est clair, trop fort. Et est-ce que vous avez... pleurer, des passages tristes. Genre la mort de qui? Oh, pauvre petit Dobby sur la plage. Ah oui, alors ça, j'avoue, franchement, je déteste Dobby.
Mais je crois que c'est le seul passage dans le bouquin où j'ai pleuré. C'était vraiment trop triste. Après, quand il l'enterre et tout, ça m'a brisé le cœur. Moi, je suis une sans cœur, mais c'était triste aussi. Non, mais c'est vrai, je suis dead inside, mais j'ai failli pleurer. Non, il faut pas dire ça. C'est la seule mort qu'on voyait vraiment lente parce que les autres sont vraiment trop rapides. Elles sont très rapides, c'est la seule qu'on voit vraiment qui est vraiment émouvante. Genre Lupin, quoi, et Tonks, tu les vois, genre, ah, ils étaient morts. Et toi, t'es là, putain, mais comment ça s'est passé, quoi? Non, mais c'est vrai qu'en plus, Dobby, c'est trop dramatique, comment ça se passe, on a l'impression qu'ils sont sauvés, et puis non, quoi. Donc, voilà, c'est vrai que c'est encore plus triste. Le pauvre. Catastrophique. Pauvre Dobby. Non, mais c'est vrai que c'est celle qui est vraiment émouvante, les autres passent trop vite, mais je pense qu'elle a un petit peu fait exprès aussi. Hein. Oui. Non, puis qu'elle voulait dire il y a plein de morts parce que c'est la guerre, mais bon, on va pas non plus s'apesantir quoi que Fred. Enfin bref, d'accord. Même les créatures, les chouettes, les... Pauvre chouette. Ah oui, la chouette. Non, j'ai failli pleurer pour la chouette, j'avoue. Franchement, je crois que j'étais plus triste pour la chouette que pour d'autres gens parce que c'était vraiment le tout début. Tu dis putain, mais genre, il y a 20 pages et voilà, il y a déjà la chouette qui meurt. Qu'est-ce qui va se passer après, quoi? Il y avait quand même un mort dans les premières pages puisque je crois qu'il tue la professeure de Moldu. Ah oui. Ouais, mais on la connaissait pas, on s'en fout. C'est vrai. Et ensuite, et c'est vrai que 10 pages après, il y a Maugret cette fois et là, c'est Maugret est mort hein, en descendant de l'hippogriffe ou je sais pas où. C'est là, quoi? Merde, déjà. Putain, si elle en tue toutes les 20 pages, ça va y aller sec. Va plus rester personne à la fin, tu sais. C'est ce qu'on se dit au début, enfin. Merci. Le courrier des lecteurs. Bienvenue dans le courrier des lecteurs. Alors tout d'abord, un grand merci pour toutes vos réactions suite à l'épisode numéro 14 où nous parlions de la fin du tome 7. On s'est bien rendu compte que vous avez adoré partager vos réactions et vos théories sur la fin du livre. Je parlerai de trois messages. Tout d'abord celui de Maïka qui nous a envoyé un petit message audio dont nous allons écouter un extrait maintenant. Bon, pour la plupart des fans, dans ce chapitre, Harry et Dumbledore sont entre la vie et la mort dans des espèces de limbes en fait, si j'ai bien compris. Et donc l'âme de Harry rencontre l'âme de Dumbledore et l'âme de Dumbledore explique à Harry qu'il n'est pas mort et pourquoi il n'est pas mort et il explique à Harry aussi, à l'âme de Harry, qu'elle peut revenir sur Terre. Et donc l'âme de Harry décide, fièrement et courageusement, de revenir sur Terre pour sauver le monde. Voilà, en gros c'est ça, donc c'est l'explication que tout le monde donne. Mais moi, cette explication me gênait un peu, surtout que j'avais pas du tout la même, quoi. Pour moi, en fait, tout se passait dans la tête de Harry, comme l'explique d'ailleurs Dumbledore à la fin de ce chapitre, parce que notre bon vieux Dumby a pris l'habitude de brouiller les pistes, et cette fois-là encore, il vient mettre un peu le sac dans mon esprit, puisqu'il dit que ce n'est pas parce que ça se passe dans la tête de Harry, et ça se passe réellement dans la tête de Harry, que ce n'est pas réel. Donc bon, moi, ça m'interroge, et ça fait que je ne comprends toujours pas. Enfin, pour moi, en fait, tout se passait dans la tête de Harry, donc, normal. Mais, en fait, donc, ce chapitre ne durait qu'un millième de seconde, même pas. Et en fait, c'est l'esprit de Harry qui fait apparaître la personne qui a l'habitude de lui fournir les réponses. Merci Maïka. Alors, comme on en a discuté par mail, on a appris quelques jours après la sortie du tome 7 anglais, par J.K. Rowling elle-même, vu qu'elle a participé à un chat, on a appris quelques petits détails sur ce chapitre. Une fan a posé la question, dans le chapitre King's Cross, est-on derrière le voile ou dans un univers entre le monde réel et le voile ? Et là, Joe a répondu, tu peux te faire ta propre opinion à ce sujet, mais je pense que Harry était dans des sortes de limbes entre la vie et la mort. Voilà. Donc, pour ce point-là, au moins, on est quasiment sûr. C'est pas le cas de toutes les autres questions. Concernant la mort de Harry et surtout pourquoi il survit, alors là on a deux théories qui s'opposent un peu. D'un côté nous avons Maxime qui nous dit que lui est persuadé qu'en fait les reliques de la mort et notamment la baguette de Suro n'intervient pas dans cette partie-là du moins, car son sacrifice
est extrêmement important parce que c'est le fameux pouvoir de Harry, l'amour, qui fait que l'Avada Kedavra se dirige sur le Horcrux, parce que dans ce cas-là, le petit bout d'âme de Voldemort et celui de Harry se séparent vraiment à ce moment-là, parce que Harry a trop d'amour en lui pour se lier toujours au Horcrux. Dans ce cas-là, vu la séparation, l'Avada Kedavra se lance sur ce qui peut tuer facilement, en fait. Et d'un autre côté, on a Priscilla qui nous dit au contraire que, alors là, dans l'épisode 14, on a complètement oublié que quand même Harry est le maître des 3 reliques de la mort à ce moment-là. Comment a-t-on pu passer à côté de ça? Et que justement, c'est pour ça qu'il survit, parce que Voldemort l'attaque avec la baguette de Suro. Et la baguette de Suro ne peut pas se retourner contre son maître. Voilà. Donc ça, c'était pour quelques réactions. N'hésitez pas à continuer à nous écrire. Nous nous ferons une joie de vous répondre à ritm@gazettedusorcier.com. Merci. Actualité. 1,15 million d'exemplaires de Harry Potter et les reliques de la mort ont été vendus en l'espace de 48 heures en France. Ni la sortie en semaine, ni les vacances de la Toussaint approchant n'ont empêché les fans enthousiastes de se procurer le dernier livre de la saga. Pour prolonger l'effervescence de la sortie de Harry Potter et les reliques de la mort, vous pouvez retrouver sur le site de la FNAC 2 vidéos de la soirée ayant eu lieu sur les Champs-Élysées et où la Gazette était présente. Un différend oppose en ce moment J.K. Rowling au site internet de Steve Thunderark, le HP Lexicon, la principale encyclopédie Harry Potter en ligne. Ce dernier a souhaité publier au format papier les informations présentes sur son site. L'agent de J.K. Rowling y a tout de suite vu une forme de concurrence vis-à-vis de l'encyclopédie que l'auteur elle-même a prévu de publier. Les détails dans un prochain épisode de la Rythme. J.K. Rowling a écrit le livre de contes Biddle le Barde qu'on découvre dans Harry Potter et les reliques de la mort. Elle voulait remercier 6 personnes importantes, mais finalement 7 exemplaires ont vu le jour. Le dernier a donc été récemment vendu aux enchères au profit d'une association caritative. Le DVD de Harry Potter et l'Ordre du Phénix est sorti au Royaume-Uni et en Suisse. Parmi les bonus, des courts extraits du film 6, Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. On y voit Harry, Arthur Weasley, Dumbledore et le making-of des scènes de Quidditch. Le DVD sortira le 11 janvier en France. Le film 6, lui, est prévu pour novembre 2008. Le casting de Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé est complet. Laverne Brown sera interprétée par Jessie Cave, une actrice inconnue de 20 ans. Tom Jedusor enfant sera joué par Hero Fiennes Stephen, qui est le neveu de Ralph Fiennes, celui qui joue Voldemort adulte. Quant à Tom Jedusor adolescent, l'acteur s'appelle Frank Dillane. Faux théorie. Bienvenue dans la rubrique théorie. Alors aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi le sacrifice de Harry à la fin du tome 7 est-il important ? Voilà une question intéressante. Je pense qu'il y a 2 aspects à la question. Le premier, le plus facile, c'est pourquoi est-ce que Harry doit mourir ? Et le deuxième, c'est pourquoi est-ce que Harry doit mourir en se sacrifiant ? Je propose qu'on commence par pourquoi est-ce que Harry doit mourir, parce que ça, je pense qu'on sera plus ou moins tous d'accord. Pourquoi Harry doit mourir ? Tout simplement parce que le Horcrux qu'il a à l'intérieur de lui doit mourir avant que Voldemort ne meure. On est bien d'accord. Et donc, oui, il faut être le Horcruxise. Plus précisément, donc Harry doit mourir. Il n'est pas forcément nécessaire que Harry survive à sa mort, entre guillemets. Non. Donc Harry pourrait mourir pour de vrai, être enterré et que ensuite quelqu'un d'autre aille tuer Voldemort. Non, je pense pas forcément. Ah, je pense que si, parce que c'est même le plan de Harry à la base, c'est il va se sacrifier pour tuer l'Horcrux en lui. Il dit à Neville, tue Nagini, et ensuite, comme ça, Voldemort sera mortel et plus ou moins n'importe qui pourra le tuer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Harry doit mourir. Parce qu'il y a une partie de Voldemort en lui et que tant que Harry sera en vie, Voldemort ne pourra pas mourir. Ce qui est en fait un peu la prophétie. Et puis c'est ce que dit aussi... Oui, mais c'est ce que dit aussi Dumbledore. Ouais, mais s'il ne le dit pas exprès pour que lui il le croit aussi, parce que moi je me dirais plutôt que Dumbledore s'est dit il va y aller en y croyant, et c'est comme ça que ça va marcher, sinon ça pourrait pas marcher.
Peut-être que Dumbledore savait ce qui allait se passer. Ou au Mais moins, il avait Dumbledore imaginé. dit aussi j'espérais qu'il survive, mais il n'était pas sûr à 100%. Bien sûr, il était pas Donc sûr, mais, l'important c'est qu'il meure. Oui, L'important c'est qu'il y aille sans vouloir se protéger, surtout Attends, que lui, attends, il a envie de mourir. Ça, c'est la deuxième question. T'anticipes. Ça, c'est la Oui, deuxième c'est question. vrai, c'est La vrai, première question, c'est pourquoi est-ce qu'il doit mourir? Il doit mourir parce qu'il faut que le Horcrux qui est en lui soit détruit. Voilà. Et même, Là, on je est voudrais tous rajouter d'accord. autre chose sur Dumbledore, c'est que on dit le plan de Dumbledore, c'est que Harry meurt et il espère qu'il survivra. Mais à la base, pendant 4 tomes, les 4 premiers, le plan de Dumbledore, c'était que Harry meurt. Point. Il ne pensait pas qu'il y avait la moindre façon de faire survivre Harry. Et donc, il le faisait grandir pour qu'au final, il puisse mourir. Ça, c'était clair. Et c'est seulement dans le tome 4 qu'il s'est dit, donc à la fin du tome 4, où il y a ce fameux éclair de triomphe dans les yeux de Dumbledore, quand il apprend que Voldemort a pris le sang de Harry. C'est là qu'il se dit, ah, ça se trouve, il va pouvoir survivre. Mais à la base, il voulait juste que Harry crève. Mais est-ce que tu es sûr qu'il savait déjà dès le début qu'il y avait un Horcrux en Harry? C'est pas forcément évident, il s'en est peut-être rendu compte au fur et à mesure aussi. Je pense que Au fur et à mesure qu'il a été quand même témoin de la connexion entre Harry et Voldemort au fur et à mesure des années scolaires de Harry, il a vu la connexion grandir, il a vu tout ça, donc peut-être que tout de suite à la naissance de Harry, enfin un an, quand Voldemort est mort, il le savait peut-être pas encore. Ça, je suis d'accord avec toi. À la naissance de Harry, je pense qu'il ne le savait pas encore, même s'il avait peut-être déjà la théorie. Par contre, avant la fin du tome 4, il était au courant. Il l'a déjà dit à Harry, ta cicatrice n'est pas une cicatrice ordinaire. À la fin du tome 2, il lui explique pourquoi est-ce qu'il y a une ressemblance entre Harry et Voldemort. Je pense que genre, le jour où il découvre que Harry peut parler le fourche-langue, il se dit, ah, ça c'est parce que Harry est un Horcrux. Mais alors pourquoi il lui a pas dit à la fin du tome 5? Parce qu'il lui a dit, je vais tout te dire. Parce que c'est un mensonge, il ne lui a pas tout dit. Putain, je suis déçue quoi, c'est Dumbledore et un Attends, menteur. Dumbledore adore les secrets, ça aussi on l'apprend dans le set, enfin on l'apprend pas, on s'en doutait un petit peu, mais Dumbledore adore les secrets, il lui dit pas tout de toute manière. Mais il a été horrible avec Harry cet homme. Ah, Oui, mais c'est pas la question. Bah, quand même. Non, il a été horrible, mais c'est surtout qu'à mon avis, tout ce qu'il a appris sur les Horcruxes, sur les Gaunt, sur l'orphelinat, tout ce qu'on apprend dans le 6, il a mis des années à l'apprendre, et je pense pas que Will le savait il y a 17 ans, quoi. Non, je pense que c'est vraiment venu au fur et à mesure, il a dû s'en rendre compte. Et puis c'est surtout que pendant très longtemps, il a essayé de le garder en vie, Harry. Oui, puis il pouvait pas forcément tout lui dire tout le temps parce que peut-être qu'il se disait que Harry allait avoir peur et allait réagir comme il fallait pas, donc Voilà, il y a des choix à faire quelquefois pas aussi. prêt. Quoi. Et puis en plus, si Dumbledore avait tout dit dans le tome 5, personne n'aurait acheté le tome 7. Ça, c'est probable. C'est vrai. D'un autre côté, on n'aurait pas dit, mais Harry ne peut pas être un Horcrux, parce qu'on aurait déjà su que c'était un Horcrux. Mais on savait pas ce que c'était un Horcrux, parce que ça on l'a Donc on aurait quand même acheté le tome 6 pour savoir ce que c'est qu'un Horcrux. Ouais, exactement. Pas faux. Bref. Pourquoi le sacrifice est important? Alors pour moi, j'ai entendu 3 réponses, je crois 3. D'une part, on dit Harry doit se sacrifier pour protéger les autres. Oui, deuxièmement, ça on c'est peut vrai. dire Harry doit se sacrifier parce que c'est indispensable à la destruction de Horcrux. Et enfin, Harry doit se sacrifier pour pouvoir survivre. Alors, on élimine tout de suite on valide tout de suite l'hypothèse de Harry doit se sacrifier pour protéger les autres. Oui. Ça c'est vrai. Mais c'est pas une raison, c'est pas une cause, Non, c'est c'est une conséquence. la conséquence plutôt. C'est ce qu'il dit à la fin d'ailleurs quand il se bat contre Voldemort. Voilà, Il dit, c'est je une me suis conséquence. C'est sacrifié comme il pour s'est tout le monde, sacrifié. quoi. Voilà. Ça protège tout le monde. C'est une conséquence, mais c'était pas le pourquoi il s'est sacrifié et pourquoi c'est important. Voilà, C'est une moi je pense conséquence, qu'il y a quand même comme il plus s'est que ça, sacrifié, ça les effectivement. protège. Sinon, son sacrifice n'aurait pas été indispensable. Alors oui, c'est cool que personne Voilà. d'autre ne meure. Enfin bon, en même temps, il s'est déjà tellement à mourir, ils auraient pu en faire mourir quelques-uns de plus avant de tuer Voldemort. Donc c'est pas la seule et unique raison. Alors que comme son sacrifice est visiblement absolument indispensable, c'est, selon Dumbledore, ce qui a fait toute la différence, ça veut dire qu'une des deux autres hypothèses est également vraie. Maintenant la question c'est laquelle, peut-être même les deux. Alors, il y a un truc, c'est que aussi, je sais pas si on peut faire le parallèle avec l'histoire des 3 artefacts de sorciers. Les sorciers qui, donc l'anneau, la cape et la baguette. Sachant que l'histoire du sorcier, la finale, c'est quand même de dire que on peut vaincre la mort si on n'a pas peur de la mort. Oui, tout à fait. Je savais pas qu'il y avait 4 options en fait. Pour moi, c'est simplement ça, c'est la troisième option. Le sacrifice de Harry, c'est parce que il faut que, pour être le vrai maître des reliques, il faut pas avoir peur de la mort. Faut plus craindre la mort et comme ça il peut l'éviter la mort justement.
Voilà, tout à fait. Donc là, il va dans les bras de la mort, il la craint pas, il sait il y accepte. va, il est décidé, il accepte. Et c'est comme ça qu'il devient le vrai maître des reliques. Sinon, Ouais. il aurait pu être le maître de la cape, il aurait pu être le maître d'un autre objet, mais il aurait pas pu être le maître du trio, en fait. Parce qu'on peut être le maître de la baguette sans être allé à sa mort. On peut la gagner, mais on peut pas être le maître des 3 reliques si on n'a pas été rencontrer la mort sans peur, quoi. Enfin, Et donc c'est parce qu'il se sacrifie que il ne meurt pas. Voilà. Parce que C'est comme même il mieux que devient, ça. comme il se sacrifie, à ce moment-là, il devient le vrai maître des reliques. Donc l'Avada Kedavra de Voldemort ne le tue pas, mais détruit l'Horcrux. ça, je suis pas sûre. Ça, je suis pas Alors- sûre. Ah Ça bah si, pourrait être parce que ça, ça devient le vrai maître ou ça des pourrait, reliques. ou ça pourrait être aussi simplement parce qu'il y avait le sang de Harry dans Voldemort et que c'est ça qui l'a gardé en vie. Mais comment ça s'appelle en vie? Non, je pense que le sang de Voldemort, le sang de Harry qui est dans Voldemort, lui sert à revenir sur Terre. Ouais, bah c'est ça, c'est pour ça qu'il meurt pas. Ça sert d'encre comme les Horcrux. Voilà. Oui, Ouais, c'est mais pour ça. l'Avada Kedavra s'est attaqué à l'Horcrux. Et son sang lui permet de revenir sur Terre, en fait. Il est entre deux eaux, dans les limbes, comme dit J.K. Rowling, mais le sang enfin, son sang qui coule dans les veines de Voldemort lui permet de revenir. Bah oui, parce C'est que quoi les deux autres options il peut pas faire T'as revenir le le sang de Harry dans Voldemort ne peut pas faire revenir le Horcrux non plus, qui est en Harry, puisque quand Voldemort a créé ce Horcrux, Oui. il avait pas le même sang, en gros. Donc ça peut pas faire revenir le Horcrux et Harry. Donc ça fait revenir que le sang qui est, je sais pas, c'est un petit peu compliqué là. Ça peut refaire Non, revenir non, que c'est très clair. le sang de Harry, J'ai rien c'est-à-dire. compris. Si, moi j'ai Mais tout à oui, fait oui, compris. c'est bon. C'est n'importe quoi, c'est tout ton hypothèse quoi. Ah bah non, c'est pas, Non, ça non, me paraît assez logique Ouais, en ouais. fait. Alors en fait, moi ce que je dis dans l'épisode 14, il me semble, j'avais dit que moi, la question qui pour moi demeurait sans réponse, c'est pourquoi est-ce que l'âme de Harry survit? Le corps de Harry survit parce que son sang, qui est une partie de son corps, survit en Voldemort, du coup ça le ramène sur Terre. Et à l'époque je disais, par contre, qu'est-ce qui aurait empêché que le corps qui revienne soit un corps sans âme, comme un corps qui aurait été embrassé par un détraqueur? Bah l'âme c'est justement le coup qu'il a accepté. Alors que là, ce que vous dites maintenant, voilà, c'est ça, c'est parce qu'en fait, il s'était sacrifié, et du coup, il était devenu le maître de la mort. Du coup, à la fin du chapitre, c'est quoi, 34 ou 35, qui est King's Cross, il se retrouve avec donc son âme. C'est son âme uniquement qui est dans les limbes, hein, c'est pas son corps. Oui, on est d'accord. Il n'y a plus sa cicatrice, c'est juste son âme. Et son âme, elle, ne revient pas à la vie. Elle a le choix entre la vie et la mort. Donc c'est vrai que effectivement, là, c'est la vraie maîtresse de la mort, qui donc fait ce qu'elle veut. Et son âme choisit de revenir sur Terre, où il y a déjà son corps qui peut revenir grâce au sang, et au final il se retrouve entier sur Terre, sans le Horcrux qui lui n'avait rien pour le rattacher. Rien à foutre, Mais c'est ça, Voilà, tout à c'est fait ça. Mais tu t'es jamais dit que le corps et l'âme étaient une entité indissociable? Parce Clairement, que c'est pas le justement... cas. Clairement, c'est pas le cas. Je suis désolé, mais comme on a le baiser du détraqueur, qui fait que quelqu'un peut avoir un corps mais pas d'âme. Ouais, d'accord. Ouais, et puis on a Voldemort qui divise son âme en 7, qui en arrache des morceaux et, voilà. qui est quand même encore. On a le Ouais, mais Horcrux justement, qui a un son bout d'âme corps- sans son corps. Oui, c'est vrai que son corps est mutilé aussi. Oui, du coup. c'est vrai. C'est pas faux. Bah voilà, donc... Ouais, bon, d'accord. mais il y a Non, des liens. mais tu vois comme quoi ça se tient. Si c'est vraiment ça. Mais dans ce cas-là, je repose ma question que j'avais tout à l'heure, c'est que si Harry, parce qu'il s'est sacrifié et qu'il devient le vrai maître de la mort, ça lui permet de revenir. Dans ce cas-là, le plan de Dumbledore, ça a été toujours que Harry devienne le maître des trois reliques de la mort. Ouais, et c'est Mais là. dans ce cas-là, pourquoi au départ il pensait lui-même mourir et qu'il soit enterré avec sa baguette et que le pouvoir de la baguette de Suro meure avec lui? Il se disait de toute manière, Harry ne devait pas être le maître des reliques. J'ai pensé à quelque chose par rapport à ça. Si le détenteur de la baguette meurt invaincu et que le pouvoir de la baguette meurt avec lui, est-ce que ça inclut aussi que le pouvoir du trio meurt? Je suis pas sûre. Ça veut dire que personne ne pourrait prendre la baguette, c'est-à-dire comme juste la baguette, et s'en servir pour détruire, etc., etc. Mais si quelqu'un est maître des trois objets, peut-être que le pouvoir existe toujours. Voilà, mais peut-être que le pouvoir à ce moment-là ce pouvoir-là est toujours valable. C'est le pouvoir de n'avoir que la baguette qui serait détruite. Est-ce que c'est forcément lié en fait, c'est-à-dire les trois pouvoirs de la baguette, les pouvoirs des trois objets et le fait de pas craindre la mort? Parce que c'est pas forcément lié justement. Pour non, avoir c'est les pas trois craindre objets, la mort, il faut- c'est être le maître de la mort. Si.
C'est lié parce que... Ne pas craindre la mort, c'est pas suffisant pour ne pas mourir quand même. Oui, bien sûr. Mais bon. Non, sinon ça serait pratique quand même dans la vraie vie. Parce que par exemple, Nicolas Flamel, clairement à la fin du tome 1, ne craint pas la mort, il y est prêt, ce n'est que le grand voyage de plus pour lui, et pourtant il meurt. Ouais. Oui. Alors que comme il a réussi à rester en vie près de 700 ans, il n'aurait pas forcément dit non si le fait de pas craindre la mort, il n'a pas mis Tout à fait. Non, il faut être maître des... Oui, il faut être maître des trois, ouais. Il faut être... Donc Harry, à ce moment-là, avait gagné. Mais ce que dit Alice, c'est que donc, même si la baguette perd son pouvoir, peut-être que le pouvoir du trio existerait toujours. Voilà. Le problème, c'est que si Dumbledore meurt invaincu et il y a toujours le possesseur de la baguette, le maître de la baguette, comment est-ce que quelqu'un d'autre fait pour devenir le maître de la baguette? Tu deviens maître de la baguette en vainquant celui qui la détient, mais là plus personne ne la détient, donc tu peux plus en devenir le maître. Crèche sur sa tombe. Donc tu peux plus devenir le maître de la mort. Ouais, je sais pas trop. Mais tu deviens peut-être maître de la mort avec un objet par forfait. Mais là j'avoue c'est un peu tordu quand même. Un petit peu. Non mais bon, quelque part c'est presque une autre question, c'est pas la question du sacrifice de Harry, ça c'est la question du plan de Dumbledore, c'est un petit peu différent. Ouais c'est ça, mais c'est quand même bizarre, je trouve que c'est un petit peu mal fait, ou je sais pas, on a l'impression qu'il y a une faille quelque part, puisque si le pouvoir de la baguette devait mourir avec Dumbledore, voilà, Harry aurait pas pu l'avoir, et donc le plan de Dumbledore marchait pas non plus. On voyait qu'il était pas sûr en fait, on voyait qu'il hésitait apparemment entre vouloir que Harry ait les 3 objets et vouloir que Harry détruise juste les Horcruxes en fait. Mais il avait prévu les deux. Mais ça il explique, il dit. Il se refusait de se sacrifier quoi, enfin je sais pas comment. Il hésitait entre les deux. Dumbledore explique, il dit qu'il a donné le livre à Hermione pour le ralentir. Donc oui, Harry hésite entre les deux, mais Dumbledore, bon, c'était un petit peu son plan. Il dit occupe-toi quand même des Horcruxes, mais bon, on fait un peu les reliques de la mort à côté. Mais il y a eu d'autres théories qu'on nous a envoyées par mail. On nous parle de l'enchantement de Lily. L'enchantement de Lily qui est contenu dans le sang de Harry et donc dans le sang de Voldemort. Et on a une théorie disant que le sacrifice de Harry activait d'une certaine manière l'enchantement de Lily. Et donc dans ce cas-là, ça serait important parce que c'est ce qui lui permettrait de ne pas mourir justement. Mais est-ce qu'il a besoin de ça? Parce que je veux dire, c'est le fait que son sang soit en Voldemort qui l'empêche de mourir. Donc je vois pas en quoi le sacrifice de Lily est encore important à ce moment-là. Enfin, ça doit être la même chose, mais dit différemment, je pense. Ouais. Est-ce que c'est voilà juste son sang? C'est que je pensais que le sacrifice de Lily avait expiré le jour où il a été pour moi aussi, c'est à sa majorité magique, sacrifice de Lily, ça sert plus à rien. Ouais, c'est pour ça que mais finalement, le sacrifice de Lily, c'est le sang de Lily, donc le sang de Lily, il est aussi en Harry, donc le sacrifice survit aussi un peu en Harry, et quand Voldemort prend le sang de Harry, il a le sacrifice de Lily en lui. Donc ça, c'est une question que je me posais, puisqu'on parle du sacrifice de Harry. Le sacrifice de Lily a apparemment expiré au distant de Harry. Pourquoi est-ce que le sacrifice de Harry permet de protéger des gens qui sont déjà majeurs? Ouais, c'est un peu bizarre. C'est plus une image qu'autre chose, je pense, plutôt qu'une vraie réalité magique, quoi. Il dit qu'il s'est sacrifié pour protéger les autres et ça n'a pas forcément fait une action magique, quoi. C'est juste qu'il s'est sacrifié pour pas que les autres meurent. Est-ce que le sacrifice de Lily, qui expire à sa majorité, c'est pas le côté qui protégeait la maison par l'intermédiaire de Pétunia? Et celui-là, il s'arrête à 17 ans parce que c'est la maison des parents, machin, enfin la maison de la famille et tout. Mais est-ce que l'enchantement de Lily ne reste pas concrètement dans le sang de Harry? Si, je pense, ouais. À mon avis, c'est ça. Hein. Et celui-là ne s'arrête pas à 17 ans. Et donc ça marcherait aussi pour Harry qui se sacrifie pour les autres qui sont à Poudlard. D'accord. Mais ça veut dire que en fait, le sacrifice de Harry servait uniquement à ce que Voldemort ne puisse pas toucher. Non, pas uniquement, mais je veux dire là de ce côté-là, ne servait pour que Voldemort ne puisse plus atteindre tout le monde, tous les amis de Harry. Et donc à partir du moment où Voldemort est mort, le sacrifice sert plus à rien. Enfin, l'enchantement sert plus à rien puisque Voldemort est mort. Il y a que Voldemort qui est empêché, c'est ça. Oui, enfin, ça on est n'importe d'accord. qui d'autre peut leur faire du mal finalement. Si ça avait été Béatrix qui avait tué quelqu'un, ça aurait pu marcher. Voldemort non, mais Béatrix oui. Je pense. Comme si ça avait été un mange-mort qui avait frappé Harry d'un Avada Kedavra, je pense qu'il serait mort. Est-ce qu'il serait mort même s'il était revenu en se sacrifiant? Pardon? Essayez de suivre. Si Harry arrive vraiment dans l'esprit, je vais me sacrifier, mais Voldemort joue les grands seigneurs et dit Bellatrix, tue-moi cet avorton. Est-ce qu'il serait mort, Harry?
Ah oui, ça c'est une question qu'on se posait justement. Ouais, on s'est posé la question, mais... Là, le sacrifice est important, mais est-ce que c'est que envers Voldemort ou c'est envers quelqu'un d'autre? Bon, Mais j'ai l'impression que... Et si Harry devient un mange-mort et qu'il se suicide, est-ce que ça marche? C'est possible. Non mais... Ah bah j'ai oublié maintenant. Bah voilà, ça y est, c'est foutu. Bon, moi je vais rebondir sur quelque chose de très différent. On disait à l'instant, c'est le fait que Harry ne craint pas la mort, ce qui fait de lui le maître de la mort, ce qui fait qu'il peut revenir à la vie. Mais d'un autre côté, on a les fantômes qui, eux, parce qu'ils craignent la mort, ne peuvent pas mourir. Enfin, ils meurent. Hein. Alors, ils ne peuvent pas non plus vraiment revenir à la vie. Non, ils meurent, mais ils ne peuvent pas vraiment quitter ce monde. La logique des fantômes, c'est plus quand ils ont encore quelque chose d'attache, quand ils ont encore les attaches dans ce monde en général. Ouais. Des regrets, donc, des trucs comme ça. Attends. En fait, moi ce que je voulais dire, c'est qu'au final, j'ai l'impression que, par exemple, Nicolas Flamel, on disait qu'il ne craignait pas la mort et tout ça, mais peut-être même qu'en soi, l'âme de Nicolas Flamel aurait pu ne pas mourir, mais que simplement, comme son corps, lui, était mort pour de bon, il n'y avait rien qui le rattachait. Contrairement à Harry qui avait le sang. Donc ça fait la même chose. Pourquoi est-ce que les fantômes survivent alors que justement, eux craignent la mort? Bah, ils survivent pas, enfin, ils sont pas vivants, quoi. Bah, ils ont quand même... Enfin, leur âme est toujours là, en tout cas. Enfin, je sais pas si c'est leur âme, hein. Je crois que c'est plutôt le reflet. Ouais, je crois que c'est une empreinte. Ils appellent ça une empreinte, hein, il me semble. Hein. Mais c'est pas tout à fait leur âme. C'est un petit, c'est une espèce. Peut-être comme les tableaux, hein. C'est peut-être une sorte de résident. C'est une espèce de reflet, quoi. Une espèce de reflet de ce qu'avait été la personne, mais c'est pas leur âme. À mon avis, c'est pas leur âme entière de toute manière, sinon on les verrait pas. Ouais, c'est un peu comme les tableaux, je pense. T'as raison, Blue. Ça doit être un peu le même principe, quoi. En plus, c'est un reflet de l'âme à un moment donné, au moment où ils sont morts. À mon avis, c'est pas le genre de personne qui évolue beaucoup après dans sa vie de fantôme. Ah non. Ah, t'es plus limité, hein. Donc, Bah pourtant, Nick Cassis en tête a encore des déceptions, il a des émotions, il a des envies, des désirs d'intégrer la horde des chasseurs sans tête et tout ça. C'est le reflet de son âme à ce moment-là, avec ses désirs, ses émotions et tout, à ce moment-là. Attends, t'es en train de me dire qu'avant de se faire guillotiner, il avait déjà le désir d'intégrer la horde des chasseurs sans tête? Non, mais c'était sa manière de penser à la base, quoi. Je dis pas qu'il voulait intégrer le club des chasseurs sans tête. Je dis que c'était sa manière de réfléchir, sa manière de ressentir les choses à ce moment-là. Et oui, que son âme ne pouvait pas évoluer. C'est pour ça que c'est un reflet. C'est vrai que c'est un peu le cas de Helena Serdaigle. Puisque elle est morte donc avec ses regrets par rapport à sa mère, etc. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle est restée. Et puis elle les a toujours, ses regrets. Voilà, quoi, et c'est quelque chose qui est toujours d'actualité. Au moment où elle est morte, c'était ça l'histoire. Elle avait piqué le diadème, etc. Et c'est toujours à ça qu'elle pense maintenant, quoi. Ouais, et puis ils ont toujours les mêmes haines et les mêmes rancœurs par rapport aux autres. Voilà. Ouais. Autant de siècles après, on a l'impression que c'est encore quelque chose de... Ça s'est passé hier, quoi. Je sais pas s'ils évoluent beaucoup. Je pense pas. En tout cas, j'espère qu'on vous a aidé un petit peu à comprendre pourquoi le sacrifice de Harry était important. Il y a peut-être encore d'autres théories, donc n'hésitez pas à nous en faire part. Moi, j'ai toujours rien compris. Hein. C'est la fin de ce 17e épisode de la radio indépendante à transmission magique. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, soit en nous envoyant un mail à rpm@gazette-du-sorcier.com. Vous pouvez également nous envoyer des fichiers MP3. D'autre part, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale Skype au pseudo gazette-du-sorcier. Enfin, vous pouvez nous laisser un message sur le forum radio indépendante à transmission magique qui est tout en bas du forum de la Gazette du Sorcier. C'était donc pour l'épisode 17. Purple Marie, Alice, Blue Dragoon et Pruno. À bientôt. Ciao, à bientôt, bisous.